Bonsoir à tous, lundi 19 juin, voici les titres de notre édition. Nouvel appel à l'aide des pêcheurs professionnels de l'OPAP. Ils demandent toujours à être entendus sur leurs conditions de travail. La question des quotas du concombre de mer est aussi d'actualité. Annick Girardin, ministre des Outre-mer, est l'invitée de cette édition. Réélue députée de l'archipel samedi, elle laissera sa place dans l'hémicycle à son suppléant Stéphane Clairaut pour construire sa feuille de route en concertation avec les élus d'Outre-mer. Madame la ministre, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur ce plateau. Et puis l'île aux marins, son musée, son architecture, son ambiance, une grande et belle dynamique est en marche pour revaloriser tout cela. C'est l'association de sauvegarde du patrimoine de l'archipel qui nourrit de belles ambitions. Mais tout d'abord, les résultats du bac général 2017 sont affichés en ce moment même au lycée de Saint-Pierre, mais aussi au service de l'éducation nationale. Contrairement aux années précédentes, pas de proclamation publique avec les élèves et les parents, mais un simple affichage. On y reviendra bien sûr demain dans notre édition de 20h. On continue, l'inquiétude, je vous le disais, des membres de l'OPAP, l'organisation des pêcheurs et artisans professionnels, désormais tous réunis et solidaires au sein de l'organisation, ce qui n'était pas vraiment le cas jusqu'à présent. Ils réclament toujours un entrepôt de stockage et la possibilité de livrer leurs produits dans l'archipel. Les quotas de concombre de mer sont aussi à 15 jours seulement de l'ouverture de la pêche au cœur des discussions. Les précisions de Stéphane Brie et Aldric Layton. La tension monte chez les artisans pêcheurs. En cause, plusieurs dossiers toujours en attente de réponse dont le plus délicat semble être celui du concombre de mer. Cette pêcherie menée depuis 17 ans par l'armement Emeline est source de convoitise mais aussi d'incompréhension. On veut mettre 5 à 600 tonnes de plus cette année, sachant qu'au mois d'août, normalement, il y a un bateau à titre expérimental qui doit venir pour évaluer le stock de concombre. Et qu'aujourd'hui, on voudrait donner 5 à 600 tonnes avant que l'expérience soit faite. Aujourd'hui, on ne comprend pas. Aujourd'hui, il y a des nouveaux amateurs qui n'ont jamais pêché ça, qui veulent se lancer sur la pêcherie, avec des quotas similaires donc, à ceux qui pêchent ça depuis 17 ans. Donc c'est aussi compliqué, et c'est aussi là qu'il faut négocier, quoi. On attend un entrepôt de stockage à Interpêche depuis des années. Donc Rudy est en train de travailler dessus, parce que ça nous permettrait soit d'avoir une glacière, d'avoir une chambre froide, qu'on nous a promis depuis des années aussi. Et puis là, on avait un projet d'une entreprise qui devait venir travailler pour nous. Et puis tout ça s'est bloqué. Pareil, le concombre de mer, on a demandé un quota de précaution. C'est pêché par les pêcheurs artisans depuis quelques années. Là, on veut nous l'augmenter, on ne sait pas pourquoi. Et puis tout ça, ça nous bloque dans nos affaires. On ne peut pas travailler comme il faut. Donc là, Rudy est maintenant là pour nous aider, pour écrire et pour parler d'une seule voix. Le conseiller pêche de l'OPAP a du pain sur la planche. Objectif, tenter de trouver une issue favorable pour l'organisation qui regroupe aujourd'hui l'ensemble des pêcheurs artisans. Aujourd'hui, l'OP est demandeuse de négociation directement avec les transformateurs. Voilà, l'OP a fait un geste en ce sens, dans le sens où on voulait débarquer la coquille Saint-Jacques il n'y a pas si longtemps à la SNPM, parce qu'actuellement c'est la saison. Et j'attends encore une réponse officielle donc des transformateurs sur tout ce qui est question de logistique, ce moment, matériel, les prix, des choses comme ça. Et il y a actuellement des négociations en cours, mais pour l'instant c'est au point mort. Voilà. J'attends moi vraiment de voir donc, les dirigeants transformateurs pour mettre ça au point avec eux, parce qu'à l'heure actuelle on négocie via l'intermédiaire de l'État, et c'est pas forcément le rôle de l'État non plus, quoi. À 2 semaines du lancement de la campagne au concombre de mer, Rudy Palacci pourrait bien voir ses efforts réduits à néant, à moins qu'une concertation entre État, industriels et OPAP ne finisse par aboutir. Voilà donc dossier à suivre évidemment. On parle de la CPS à présent, la Caisse de prévoyance sociale qui a été au cœur de nombreuses préoccupations, on le sait, et discussions aussi fin 2016 et début 2017 dans le cadre d'un projet d'ordonnance portant réforme de la sécurité sociale. Eh bien les 15 membres du nouveau conseil d'administration ont été désignés dans un arrêté préfectoral publié aujourd'hui. Qui sont-ils? Réponse avec Delphine Janot. C'est un arrêté préfectoral qui met fin à un feuilleton commencé l'année dernière. Une liste de 15 noms, les nouveaux membres du conseil d'administration de la CPS. Il est composé de 5 représentants au titre des employeurs, 1 au titre du Collège des travailleurs indépendants, 2 représentants des assurés sociaux, 3 pour l'Union départementale FO, 2 pour la CFDT et 1 au titre de la CFTC. De 2 personnalités qualifiées désignées par le préfet.
enfin d'un représentant du personnel de la CPS dont la voix sera consultative. Pour rappel, en janvier dernier, un administrateur provisoire avait été nommé pour garantir la continuité de l'ensemble des services et des prestations. Le mandat du conseil d'administration en place était en effet arrivé à échéance et le projet d'ordonnance portant réforme de la sécurité sociale, qui devait notamment rapprocher le système local du national, retiré, après avoir suscité de nombreuses inquiétudes. Ces derniers mois devaient entre autres laisser le temps aux différentes entités de nommer leurs représentants. Les 15 membres devraient se réunir le 29 juin pour élire le bureau. Un bureau qui, une fois choisi, permettra au dossier de la réforme de la sécurité sociale d'être de nouveau d'actualité. Voilà, la politique est l'invité de notre édition, je vous le disais en titre, la ministre des Outre-mer, Annick Girardin. Rebonsoir. Et merci d'être avec nous. Alors beaucoup de choses évidemment vous attendent dans les jours qui viennent. Un mot tout d'abord sur votre réélection en tant que député. Vous confirmez bien ce soir déjà que c'est bel et bien Stéphane Claireau qui siégera à votre place dans l'hémicycle ? Alors, si vous me permettez, Claudio, 3 petites réactions à ce que je viens d'entendre dans le journal. D'abord, par anticipation, dire bravo à tous les terminales et à tous ceux qui auront obtenu leur baccalauréat. Ensuite, sur le sujet de la pêche, dire qu'on a souhaité que dans l'archipel, il y ait l'OP qui se crée. Et moi, je me félicite de voir qu'aujourd'hui, tous les marins, ou tous les artisans pêcheurs se sont enfin réunis sous une seule entité. Après, il faut effectivement que chacun apprenne à travailler les uns avec les autres. Et moi, je souhaite qu'il y ait cette dynamique qui soit lancée, parce que c'est vrai qu'il y a des projets qui attendent depuis très longtemps, et quand il y aura une vraie dynamique collective, on pourra davantage aider chaque projet. Et puis enfin, me féliciter effectivement de cette sortie de l'arrêté préfectoral qui nomme les membres du conseil d'administration de la CPS, parce que maintenant on pourra effectivement à nouveau avancer sur la réforme de la caisse de prévoyance sociale. Alors revenons aux législatives. C'est ma première question, effectivement. Tout à fait. Donc après les résultats de samedi soir, avec une participation exceptionnelle, plus de 75% à Saint-Pierre-et-Miquelon, il faut s'en féliciter. On est effectivement l'une des circonscriptions qui a le mieux voté en nombre, même s'il y en a d'autres effectivement qui ont pu être citées aussi. Après effectivement avoir été élu comme député samedi soir, je pense que dans les heures qui viennent, je serai à nouveau confirmée en tant que ministre de l'Outre-mer. Autre chose m'étonnerait. Et donc Stéphane Claireau siégera à l'Assemblée nationale le temps de ma mission au sein du gouvernement. Là, vous avez beaucoup insisté, en raison du taux de participation, vous l'avez précisé, 75,35%, sur la légitimité de votre victoire. Mais cette légitimité, elle est aussi du côté de votre opposant, Stéphane Lenormand, qui recueille beaucoup de voix lui aussi. 136 voix seulement vous séparent de M. Lenormand. Comptez-vous, avec Stéphane Claireau, tenir compte de ce résultat pour Stéphane Lenormand ? Oui. Alors d'abord vous dire que grâce à cette participation importante, en nombre de voix, j'ai aujourd'hui, avec Stéphane Claireau, fait le meilleur score depuis que je suis députée depuis 2007. Donc c'est pour ça que c'est important une forte participation, parce que ça donne une vraie légitimité. C'est la voix ou du moins une grande partie des Saint-Pierrais et des Miquelonnais qui se sont exprimés. Donc il y a une légitimité. Ensuite, bien sûr, il y a un adversaire, et au soir des résultats, quel que soit l'adversaire et quel que soit son résultat, d'abord il faut le féliciter, et je le félicite à nouveau. Et je rassure les Saint-Pierrais et Miquelonnais, mais aussi les élus de ce territoire. Quand j'ai été nommée ministre de l'Outre-mer, la première chose que j'ai faite, je l'ai déjà dit plusieurs fois sur ce plateau, c'est d'appeler les autres élus du territoire pour leur dire on va travailler ensemble et on va profiter de cette opportunité d'avoir à la tête du ministère de l'Outre-mer une Saint-Pierraise et Miquelonnaise. Donc c'est la même chose, travailler avec tout le monde, avec bien sûr tous les élus de cet archipel, mais aussi avec tous les élus de chaque territoire, parce que je veux co-construire avec les différents territoires, parce que chaque territoire d'Outre-mer a ses spécificités, et c'est ça que je veux porter, la spécificité de chacun, qu'elle soit bien entendue, et que les réponses soient territoire par territoire, grâce effectivement aux assises de l'Outre-mer que je vais avoir à mettre en place, mais aussi les différents contrats de convergence. Oui, dès mon retour, alors quand sans doute courant juillet, je réunirai à nouveau à Saint-Pierre, mais je les inviterai aussi à Paris, tous les élus d'Outre-mer, et quand je reviendrai, tous les élus de Saint-Pierre-et-Miquelon, parce que j'ai aussi dit qu'il faut faire à nouveau vivre le Conseil des élus à Saint-Pierre-et-Miquelon, et je ferai cette première réunion si personne d'autre en prend l'initiative avant. Là, vous l'avez dit, vous retrouverez votre bureau, rue Oudinot, dès mercredi. Beaucoup de choses, on l'a dit, vous attendent. Quel sera le premier dossier de l'Outre-mer à travailler, à défendre ? Alors, il y a deux choses. D'abord, ma feuille de route.
en tant que ministre, qui est en négociation avec le président de la République et le Premier ministre, qui devra être défini là dans les quelques jours qui nous restent. Et puis ensuite, les assises de l'outre-mer, à partir de quand, sur quel rythme, quelle forme. Moi, je souhaite réussir à faire passer l'idée d'une participation la plus large possible à ces assises, mais avec des objectifs précis. C'est-à-dire, on a tous connu à une époque les États généraux de l'outre-mer qui ont été des belles promesses, mais qui n'ont jamais été tenus. Moi, je souhaite qu'on définisse nos objectifs et qu'on puisse apporter des réponses à chaque fois qu'on travaillera sur un certain nombre de thèmes, territoire par territoire. Et je souhaite qu'au-delà des élus, ce soit bien une dynamique importante qui se mette en place dans chaque territoire d'outre-mer. Donc, je me déplacerai dans l'ensemble de l'outre-mer dans le cadre de ces assises. Et puis, il y a des dossiers importants, vous les connaissez, ceux de la Guyane, ceux de Mayotte, mais aussi la Nouvelle-Calédonie. Dernière question. Certains de vos opposants, durant cette campagne des législatives, ont déclaré que votre mandat de ministre, votre position ne serait pas forcément un avantage pour défendre les dossiers, les intérêts de Saint-Pierre-et-Miquelon. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Je dis simplement que période électorale passée, elle a sans doute été beaucoup trop longue. Elle nous tient depuis longtemps. Les Français, comme les Saint-Pierre et les Miquelonais, ils attendent une chose, c'est qu'on se mette au travail et qu'on soit dans l'action. Et c'est dans l'action qu'on démontrera que c'est possible de faire mieux quand on a un ministre de Saint-Pierre-et-Miquelon à la tête de l'outre-mer et que c'est surtout pas un handicap. Annick Girardin, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci. Direction l'île aux Marins à présent, où l'association de sauvegarde du patrimoine de l'archipel a de belles ambitions, des ambitions pour son musée, son architecture, mais aussi son ambiance. Grâce à cette dynamique, l'île reprend vie petit à petit. La saison a démarré, vous le savez, avec la reprise des rotations du Petit Gravier, et les installations de l'association sont dorénavant ouvertes au public. Sur place, le reportage de Stéphane Brie et Aldric Layton. Ces quelques éléments de sécurité sont les derniers à avoir rejoint la collection du musée Archipelitude. Le musée de l'île, ses 28 salles et ses milliers de pièces exposées poursuit son évolution. De nombreux projets sont en cours d'élaboration. Pour faire évoluer les choses, on a décidé cette année de traduire tous les textes qui sont donc dans les différentes salles. Donc on a 28 salles à visiter. Donc il y a des textes dans toutes les salles et cette année on a décidé de traduire. Donc j'espère que d'ici la fin du mois de juin, on pourra mettre tous ces textes avec les textes que Marc avait écrits donc, ces dernières années. Ensuite, comme évolution, on va essayer de faire visiter le maximum, bien sûr, nos collections Archipelitude aux visiteurs. Parce que l'île aux Marins, c'est pas en 1 heure qu'on fait le tour, il faut plusieurs heures entre visiter le terrain, visiter les collections et puis participer un peu à ce que peut représenter la vie sur l'île aux Marins. Conserver, informer, accueillir et faire vivre l'île et son histoire. Les objectifs de l'association sont clairs. Le musée et l'église sont ouverts tous les jours de la semaine. Certains bâtiments, à l'image de l'ensemble Morel, sont en cours de restauration. Les touristes et visiteurs locaux peuvent désormais se restaurer. La maison Jézékel a ouvert ses portes et ce jusqu'en octobre prochain. C'était important d'avoir une excellente cuisinière pour faire vivre cette maison Jézékel. Et chaque jour sera proposé à la fois, donc ce sera possible de venir manger à midi, mais également pas prendre un coup de thé l'après-midi, c'est ce que les gens de Saint-Pierre aiment bien. On sait que on peut prendre le dernier bateau à 11h15, venir casser la croûte à midi, repartir à 1h30, ça c'est possible. Mais également venir passer la journée sur l'île aux Marins, il y a largement de quoi faire entre les bâtiments à visiter, mais aussi profiter de l'île et revenir après sous le coup de 3h30, 4h, faire sa petite pause et son coup de thé et après reprendre le dernier bateau à 5h. Une navette qui relie les deux îles plusieurs fois par jour, de l'animation, de la restauration, un peu d'information et d'histoire. Le calme et la quiétude du lieu en prime. L'île aux Marins retrouve peu à peu vie. Prochain projet d'envergure, l'association souhaiterait reconstruire un des lieux les plus emblématiques de l'île, le Café Nouvelle. Voilà pour ce reportage sur l'île aux Marins. Belle initiative. L'information sportive de ce lundi, ce sera tout à l'heure avec Mathias Reynaud. Bonsoir Mathias, vous m'entendez je crois. Un sport première bien rempli ce soir avec du rugby. Forcément, c'était l'événement majeur de cette fin de semaine à Saint-Pierre.
Bonsoir Mathias, vous m'entendez? Vous êtes dans le Corner Info. Oui, tout à fait Claudio. On va parler rugby avec un bel anniversaire pour le SPM 15, les 10 ans du club avec l'arrivée, vous les avez peut-être aperçus en ville sur Saint-Pierre, des Harlequins du Nouveau-Brunswick de Fredericton qui ont joué le jeu premier match international pour le club, un match qui a tenu toutes ses promesses, on va le voir en images. Et puis il y avait également d'autres activités pour le SPM 15, donc très large page consacrée à l'Ovalie dans votre journal des sports. On va parler aussi du ballon rond, bien sûr, avec la première coupe qui va atterrir dans les mains de l'ASIA. Les jeunes invaincus, 2 victoires et 2 nuls pour l'instant cette saison. Les Verts, champions en titre, ont enfin réussi à gagner face à Miquelon, un championnat qui s'annonce encore très serré avec beaucoup de suspense. On va suivre ça de près dans le détail. Et puis une page spéciale consacrée à l'un des événements phares de l'année, l'un des événements phares de l'été, bien sûr, les 25 km de Miquelon, départ au coin du sable prévu ce samedi. Ça, on va en parler avec Jean-Pierre Detcheverry, le président des coureurs de l'ISM, qui sera avec nous en direct depuis Miquelon en duplex. Voilà, rendez-vous tout à l'heure, Claudio, juste après votre journal. Ça promet d'être sportif et riche tout à l'heure. Oui, comme d'habitude. Merci Mathias et à tout à l'heure, effectivement, dans à peine 20 minutes. Merci encore. Voilà, fin de notre édition locale. Je vous dis à tout de suite pour le reste de l'actualité. Et dans l'actualité nationale et internationale de ce lundi, une tentative d'attentat déjouée sur les Champs-Élysées. Un homme armé a percuté un fourgon de gendarmerie. Des bonbonnes de gaz ont été retrouvées dans son véhicule. L'assaillant est décédé. Emmanuel Macron décroche une majorité absolue à l'Assemblée nationale. C'est un renouvellement inédit qui s'annonce. La droite et la gauche essuient une défaite historique. Et puis, les suites du gigantesque incendie qui ravage le centre du Portugal. On dénombre 63 morts, dont un Français. Plus de 2000 pompiers sont toujours mobilisés. Il était un peu plus de 15h30 sur les Champs-Élysées quand la voiture a percuté le fourgon de gendarmerie. L'assaillant était connu des services de renseignement. Il était fiché S. Il aurait mis le feu à son véhicule après la collision. Le parquet antiterroriste a été saisi. Mathieu Boisseau, Jacques Dubose. Cette vidéo est filmée par un passant juste après l'attaque. Une fumée orange s'échappe de cette voiture. Elle vient de percuter un fourgon de la gendarmerie. Elle est en feu. Les gendarmes brisent les vitres. Ils veulent sortir le conducteur. On voit un nuage blanc, celui d'un extincteur. Soudain, les forces de l'ordre reculent. Elles tiennent leur agresseur et le transportent sur le trottoir. C'est bien une tentative d'attentat à la voiture piégée contre des gendarmes. Il était 15h40 sur les Champs-Élysées, la plus célèbre artère de Paris, au milieu des touristes, tout près du Grand Palais et de l'Élysée. 2 fourgons de gendarmerie descendent l'avenue. Face à eux, un homme vient d'incendier sa voiture. Il percute la tête du convoi. Son véhicule explose au niveau de l'habitacle, tout près des passants. On a vu, oui, le fait est, la voiture a explosé. On a vu de la fumée et tout ça. Un autre témoin était encore plus près. Sur son scooter, il se trouvait juste derrière les gendarmes. Je vois devant moi cette colonne à l'arrêt. Je ne comprends pas trop ce qui se passe. Et surtout, je vois devant une voiture légèrement de biais qui la bloque. Et là, la voiture, alors c'est pas vraiment qu'elle explose, mais elle implose. Il y a des énormes flammes qui jaillissent de l'intérieur d'un coup, brutalement. Les forces de l'ordre bouclent la zone. Évacuation du public. L'agresseur, lui, est au sol, mortellement blessé par l'explosion de sa voiture. Un des mineurs le déshabille. Il ne porte pas de ceinture explosive. Pourtant, dans son véhicule, les enquêteurs retrouvent 2 bonbonnes de gaz, des cartouches, une kalachnikov et 2 armes de poing. Le signe d'une attaque préparée et ciblée. Une nouvelle fois, les forces de sécurité en France ont été visés avec cette tentative d'attentat sur les Champs-Élysées. Il n'y a aucun blessé parmi la foule ou les forces de l'ordre. Le parquet antiterroriste a ouvert une enquête. La politique à présent, c'est l'autre grand titre du jour. Après la présidentielle, c'est donc une nouvelle ère qui s'ouvre maintenant au Palais Bourbon. Le parti présidentiel s'offre une large majorité dans un contexte, on l'a dit, record. Les réactions avec Laurent Desbonnets. Une majorité absolue.
La République en marche fait une entrée fracassante à l'Assemblée nationale. 350 sièges pour la majorité présidentielle. Très loin devant la droite, 137 sièges, et le PS, 45. Un renouvellement sans précédent. Ici, tous les députés sortants, seuls 142 retrouveront leur siège. Dans la nouvelle Assemblée, 75% de nouveaux députés. Une carte électorale donc bouleversée. Pas de raz-de-marée, mais une victoire pour En Marche dans plus de la moitié des circonscriptions, renforcée par les élections de candidats MoDem en orange. En bleu, la droite, elle remporte le plus petit nombre de circonscriptions de son histoire, tout comme le PS en rose. Percée en revanche de la France insoumise avec 17 sièges et du Front National, 8 sièges. Pas de majorité hégémonique donc pour Emmanuel Macron. Les Français ont voulu donner une majorité nette, mais en même temps ils ont montré leur exigence. La vraie victoire, ce sera dans 5 ans, quand les choses auront vraiment changé. Christophe Castaner, lui-même élu dans sa circonscription, tout comme les 5 autres ministres candidats à ces législatives. Emmanuel Macron a donc réussi son pari, avec tout de même une zone d'ombre, l'abstention. Plus de 57%, un record pour des législatives. Sans compter les bulletins blancs ou nuls, près de 2 millions. Voilà, et l'Assemblée nationale se féminise. Il y avait 155 femmes députées en 2012. Elles seront 224 cette fois-ci, soit 39% des élus du jamais vu. Et parallèlement à ce renouveau qui s'installe à l'Assemblée nationale, les grandes manœuvres en coulisses ont commencé avec la démission de Richard Ferrand, le ministre de la Cohésion des Territoires. Il était fragilisé, on le sait, depuis sa mise en cause dans une affaire immobilière. Le chef de l'État lui a demandé de quitter le gouvernement. À droite, maintenant, les Républicains enregistrent une défaite historique, même si, au final, le parti limite la casse avec 130 députés. De nombreux ténors ont sauvé leur siège. In extremis, c'est maintenant la bataille pour la refondation du parti qui est engagée. Tiffaine de Tricorneau avec Émilie Denis. Pour les Républicains, l'avenir s'assombrit. Avec 130 députés élus, la droite limite la casse, mais ressort profondément divisée. Alors, quelle sera sa place à l'Assemblée nationale? Certains de ses membres refusent tout compromis avec le gouvernement Macron, comme Christian Jacob, élu en Seine-et-Marne, ou Éric Ciotti. Il conserve à Nice un bastion de la droite. Si certains souhaitent continuer le soutien qu'ils ont apporté au pouvoir actuel, je crois qu'ils seront amenés à quitter d'eux-mêmes notre famille politique. De l'autre côté, les députés Macron compatibles, contre une opposition systématique emmenée par Thierry Solaire, élu en région parisienne, Franck Riester, député en Seine-et-Marne, ou Guillaume Larrivé, député de Lyon. Je veux être un homme libre et un homme indépendant dans cette Assemblée nationale. Ça veut dire très concrètement que je ne m'interdirai évidemment pas de voter certains textes s'ils vont dans la bonne direction, mais je veux aussi pouvoir rester une force de proposition. Pour Éric Woerth, réélu dans l'Oise, la droite ne doit pas se diviser. On est capable de vivre ensemble et de se poser des questions collectives sur tel ou tel texte, sur l'attitude à adopter vis-à-vis du gouvernement, essayer de bâtir cette opposition constructive. Premier test pour les Républicains, le vote de confiance au gouvernement, le 4 juillet prochain. Du côté de la France insoumise maintenant, Jean-Luc Mélenchon réussit son pari en quelque sorte. Il est élu à Marseille. Pour lui aussi, c'est une première. Il fera son entrée à l'Assemblée nationale. Le parti comptera 17 députés au total. Michael Guyeux, Julien Babsa. Cet après-midi, le désormais Marseillais Jean-Luc Mélenchon rentre victorieux à Paris. Monsieur Mélenchon, content quand même de rentrer à l'Assemblée nationale? Sans un mot, mais avec le sourire. Le pari est gagné pour celui qui se voit désormais en chef de l'opposition à gauche. Clémentine Autain, Éric Coquerel ou encore le journaliste François Ruffin. En tout, ils seront 17 députés à l'Assemblée nationale. Dès ce matin, le porte-parole du mouvement, Alexis Corbière, est venu repérer les lieux. Comment on fait entendre sa voix? Vous savez, en faisant comme je fais, en ouvrant sa bouche et en disant des choses claires. Les gens, ils veulent entendre des choses claires et pas du baratin et de la langue de bois. Moi, je suis persuadé qu'on saura se faire entendre. Ce qui me remplit énormément, là encore, de plaisir, c'est que nous allons être nombreux, franchement plus nombreux que ce que je croyais il y a quelques jours.
L'envie d'être une voix qui porte. Quand ça dit oui, ici, ça dit oui. Hein. Dès hier, après sa victoire, c'est ce que martelait déjà Jean-Luc Mélenchon. Qu'informe le nouveau pouvoir que pas un mètre du terrain du droit social ne lui sera cédé sans lutte. Le peuple français n'a donné aucune chance aux survivants de l'ancien monde et il nous a désignés pour dorénavant porter devant le fanal du combat. Les députés France Insoumise seront tassés pour constituer seuls un groupe parlementaire. La question qui se pose désormais, uniront-ils leurs forces aux 10 communistes élus hier soir? Le Front National maintenant avec la contre-attaque de Marine Le Pen. Le FN aura finalement 8 députés sur les rangs de l'Assemblée nationale. La présidente fustige aujourd'hui le mode de scrutin. Jean-Baptiste Marteau avec Francis Semoès. Marine Le Pen, désormais députée du Pas-de-Calais, savoure ce matin son élection. Essayer de faire bouger tout ça. On va y arriver. À l'Assemblée, la présidente du FN ne sera pas seule. À ses côtés, 7 autres députés. Leur particularité, quasiment tous sont des proches. Un avantage pour Marine Le Pen à la veille d'un bureau politique où l'échec de la présidentielle sera analysé. Je souhaite que ce débat se fasse avec la courtoisie et la camaraderie, qui est obligatoire dans un mouvement politique. Un grand déballage qui pourrait être moins vif que prévu, car Florian Philippot et sa ligne souverainiste, ou encore Stéphane Ravier plus identitaire, tous ont été battus. Les proches de Marine Le Pen préviennent, c'est sa ligne politique qui sort renforcer des urnes. Ceux qui ont porté le message de Marine Le Pen, donc ce qu'on appelle les marinistes, ont été élus de manière assez brillante. Ça prouve que tout discours que Marine porte depuis maintenant quelques années a des résultats concrets, réels. Mais tout le monde n'est pas de cet avis. Nous ne devons pas crier victoire, parce que le Front National en a pris un sacré coup dans la tête. Moi, je me pose des questions et je vais les poser, croyez-moi. Un autre élément pourrait perturber le bureau politique. Jean-Marie Le Pen annonce qu'il se rendra au siège du parti demain matin. Marine Le Pen a déjà prévenu que l'accès au bâtiment lui sera refusé. À gauche, la débâcle du Parti socialiste s'est confirmée. Le PS disposait de tous les pouvoirs il y a 5 ans. Aujourd'hui, seuls 30 députés seront sur les bancs de l'Assemblée nationale. Son premier secrétaire, Jean-Christophe Cambadélis, a, dans la foulée des résultats, annoncé son départ de la direction. Reportage Hélène Hugues et Mathieu Birden. Après le fiasco électoral suivi de sa démission, Jean-Christophe Cambadélis veut encore croire à des lendemains qui chantent pour le Parti socialiste. Est-ce que vous êtes confiant pour l'avenir du PS ? Oui. Mais hier soir, avant de partir, il a donné sa feuille de route. La gauche doit tout changer, la forme comme le fond, ses idées comme ses organisations. Les électeurs, eux, ont d'abord décidé de changer les têtes. De nombreuses figures emblématiques du PS ont été battues hier, comme Najat Vallaud-Belkacem, Myriam El Khomri ou Marisol Touraine. 30 seulement ont sauvé leur siège, parmi lesquels le Hollandais Stéphane Le Foll ou l'ex-frondeuse Delphine Batho, des députés très différents qui risquent de ne pas être faciles à gérer. Je serai une députée qui n'obéit pas à des appareils politiques, qui n'obéit pas à des consignes gouvernementales ou élyséennes. À la tête du PS, une direction collégiale devrait être nommée d'ici la fin de la semaine. Elle devra très vite clarifier la ligne. Ce qui compte, c'est d'avoir des positions très claires, dans l'immédiat, sur des choses toutes simples. Est-ce que oui ou non on veut voter la confiance à Macron ? Moi, je pense que non. Et je pense que l'immense majorité des socialistes ne veulent pas. Le Parti socialiste pourrait aussi changer de nom et peut-être déménager pour réduire la voilure, car avec 10 fois moins de députés qu'en 2012, il aura 10 fois moins de moyens pour subsister. Dans le reste de l'actualité de ce lundi, les suites du gigantesque incendie qui ravage le centre du Portugal en dénombre 63 morts, dont un Français. Plus de 1000 pompiers sont toujours mobilisés. Le gouvernement a décrété 3 jours de deuil national. Dorothée Olluri, Claire Colnet et Antoine Vassar. Le Canadair espagnol survole l'incendie au plus près. Le geste du pilote en dit long sur l'immensité de la tâche. Les feux ravagent encore des kilomètres dans cette région montagneuse du Portugal. Toute la journée, les avions ont multiplié les largages dans une course contre la montre
contre les flammes. Pour des familles entières, c'est une tragédie. Je suis inquiète pour ma sœur et mon neveu qui ont besoin d'être évacués. De nuit comme de jour, voilà ce que combattent les pompiers depuis 48 heures. Un brasier sans précédent au Portugal. 1 millier d'hommes sont mobilisés, 300 véhicules. Malgré cela, le bilan est très lourd, 63 morts et plus de 130 blessés. Au petit matin, dans les villages traversés par les flammes, les dégâts sont spectaculaires. Les riverains qui rentrent sont encore choqués par ce qu'ils ont vu. C'est un miracle. Quand j'ai vu le feu près des voitures, je me suis sauvée. J'ai laissé la maison à l'abandon. Le feu a d'abord atteint le garage et j'ai cru que tout allait brûler. Ce soir, les pompiers portugais, aidés par une centaine de secouristes européens, tentent de reprendre le contrôle de la situation. Des centaines de personnes ont été évacuées, d'autres sont toujours confinées. Un Français a trouvé la mort dans ce gigantesque incendie. Voilà pour ce reportage. C'est la fin de cette édition. À suivre la météo, puis Sport Première avec Mathias Reynaud. En soirée, la série de Mentaliste sur Saint-Pierre et Miquelon Première. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve demain avec grand plaisir. Très belle soirée à tous. Retrouvez l'information sur notre site internet.